Livre en live numéro 7. On reçoit ce mardi Thibaut Bérard, Célia Garino, Julia Thévenot, deux auteurs de la collection Exprime, le directeur de collection de la collection Exprime pour les éditions Sarbacane. Comme à chaque live, vous pouvez poser des questions, on les posera à votre place à la fin du live. Et moi, je dois dire que je suis très heureux aujourd'hui. C'est le deuxième live jeunesse autour d'une collection et peut-être un petit peu d'une notion. On verra si elle a toujours cours ou pas. Le jeune adulte ou le young adulte. Et pour cela, on a une petite brochette d'auteurs pour parleter un petit peu autour de ça. Et puis on a Thibaut Bérard. Thibaut Bérard, j'ai envie de commencer par toi, je montre un petit peu ce petit document. Je ne sais pas si tu te souviens. Eh Il y a oui, 4 ans, on fêtait les 10 ans de la collection Exprime chez Sarbacane. Donc 10 ans, c'est quand même un bon petit bout de chemin. Je me souviens qu'il y a 10 ans, tu cherchais un petit peu des écritures urbaines. Tu cherchais à développer une collection de young adultes made in France, sans faire cocorico et sans être trop patriote. J'aimerais bien que tu nous racontes, alors c'est peut-être ça va être dur, mais très rapidement, un petit peu l'histoire de la collection Exprime. disons, 10 ans à résumer en quelques minutes. non, Non, mais tu as le temps, Thibaut, en tu as deux le temps. minutes. Non, je vais faire rapide. Non, ce qui est assez rigolo dans l'histoire de la collection, c'est que c'est quand même le résultat de pas mal de rencontres, de hasards, de choses un peu miraculeuses, quoi. C'est pas du tout un plan marketing qui a été fondé par une maison qui savait où elle allait, qui, tu vois, qui s'inscrivait dans un créneau et tout. C'est pas vraiment ça. Moi, j'étais un jeune journaliste, j'avais 26 ans, et j'ai rencontré l'équipe de Sarbacane à un moment où il n'avait pas encore de secteur roman et où ils pensaient le développer, quoi. Et moi, je suis arrivé avec mes idées, mes envies, mes ambitions. Ayant été journaliste, j'avais lu beaucoup de choses, quoi, en littérature générale, comme dans ce qui s'appelait le roman ado à l'époque, au Rouergue, chez Gallimard, tu vois, des choses comme ça que je trouvais intéressantes. Et effectivement, j'avais envie de faire sortir des auteurs français qui pourraient rivaliser avec les anglo-saxons que je lisais en fait. Donc c'était d'abord un truc de lecteur en réalité, c'est que moi je lisais en tant qu'étudiant littéraire, je lisais des classiques, auteurs classiques morts français et des auteurs modernes américains vivants en fait. Et donc la première chose c'était que je voulais trouver simplement des auteurs français vivants qui proposent une littérature, alors effectivement moderne, urbaine, percutante. Et donc, les jeunes, le lectorat, en fait, c'est venu presque dans un deuxième temps. Hein. C'était que moi, j'étais finalement un représentant de ce lectorat-là du haut de mes 26 ans. Et avec Frédéric et Emmanuel chez Sarbacane, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de donner naissance à un secteur chez nous. Donc, par exemple, moi, j'ai jamais parlé de roman young adult, tu vois. J'assume le fait qu'on soit dans ce secteur-là, mais j'ai toujours essayé de parler de romans ado-adulte pour dire que la jonction se faisait complètement entre les ados et les adultes. C'est-à-dire qu'on pourrait être en littérature générale avec Exprime, en fait, mais qu'on aime bien l'idée de commencer par les mettre dans les mains des jeunes. Voilà. Et voilà. Et au début, effectivement, j'ai beaucoup cherché d'auteurs sur les scènes urbaines, les scènes slam à l'époque, beaucoup. Ouais. Moussa Sané, Edgar Secloca, Hamid Gemaï, il y en a plein d'auteurs qui sont sortis de ces scènes-là, quoi. Et puis, bon, au fil du temps, la collection a évolué, elle s'est ouverte à d'autres genres, d'autres énergies, d'autres styles, quoi. Je crois, Thibaut, que vous m'aviez dit que le young adult, c'était aussi l'expression d'une jeunesse, de gens qui avaient peut-être à l'époque aussi et encore aujourd'hui d'autres références et des références assumées, comme des Mhm. références cinématographiques ou musicales. Ouais, alors ça c'est drôle parce que, en fait, au départ, quand j'ai commencé à lancer la collection avec des auteurs comme Insa Sané ou Lucie Land, enfin les premiers, ou Axel Sandre, les premiers de la collection, c'est vrai qu'en un sens, je l'ai un peu construite contre une certaine idée de la littérature générale française. Mhm. Contre l'idée d'une littérature notamment autofictionnelle, parce qu'à l'époque, c'était encore vraiment ça qui était très présent dans les librairies. Et puis avec la volonté, comme tu dis, de porter des auteurs qui n'hésitaient pas à assumer les références à la pop culture, à construire leur récit en se référant aussi au cinéma ou aux séries télé. Enfin, tout ça, c'était très présent. Après, tout récemment, je me suis aperçu que le roman français, il a quand même évolué un peu dans ce sens-là, finalement. Et les différences qui étaient très marquées entre des collections comme Exprime et ce qui paraissait en littérature générale française chez Grasset ou Fayard, quoi,
Aujourd'hui, je trouve que ça s'est un petit peu estompé quand on voit plein de parutions chez des éditeurs comme l'Iconoclaste ou tu vois Ouais, ou, ouais, ouais. ou le roman d'un Nicolas Mathieu, le dernier le concours il y a deux Mhm. ans. Bon, bah, il y a beaucoup plus de connexions qui se font. Et puis un autre truc qui est nouveau aussi, c'est qu'il y a pas mal d'auteurs de littérature générale française qui connaissent maintenant ce secteur, qui ne le méprisent plus, alors que ça a été le cas pendant très longtemps. Euh, Tu vois, je connais un petit peu Pauline Delabroix-Allard, par exemple, ou Lisa Bienvenue, qui sont des autrices qui sont très en vue sur le secteur littérature générale, et elles connaissent bien le secteur ado. Donc voilà, c'est des choses nouvelles, ça, en fait. Julia Tegno, autrice de Bord de terre, par ailleurs, vous avez un blog et vous êtes un petit peu, enfin maintenant vous travaillez aussi pour la collection Exprime, mais vous êtes un petit peu critique en littérature jeunesse. Est-ce que ce terme de young adulte a toujours une espèce de sens par rapport à la production éditoriale jeunesse? Et comment vous situez en fait la collection Exprime dans ce paysage un petit peu jeunesse? Le Une question terme très de, sérieuse, hein. le terme de young adult a eu un sens très fort quand je me suis réinvestie dans la littérature jeunesse une fois adulte, en fait, parce que c'est un terme qui m'a permis de me sentir à l'aise à retourner dans ce rayon. Je pense que c'est intéressant socialement et littéralement d'avoir cette porte d'entrée. Et par ailleurs, il a véritablement ouvert, notamment dans le rayon réaliste, une littérature neuve il y a une dizaine d'années, parce Mhm. qu'on avait beaucoup de littérature de l'imaginaire qui était très identifiée jeunesse, et littérature réaliste qui était très identifiée générale. Et le young adulte a vraiment mélangé les genres, tout en l'identifiant dans le rayon marketing pour les jeunes. Donc ça a été très fort pour moi, en gros, au moment de mes études, de pouvoir me replonger là-dedans et de découvrir tout un nouveau pan que j'avais pas suivi, parce qu'il y a un moment où on se détache de la littérature jeunesse quand on grandit. Aujourd'hui, je le vois vraiment davantage comme une expression pratique, commerciale et sectorielle. Et j'ai tendance à On sent préférer la personne qui a fait les métiers du livre, hein, quand même. Mots-clés, quand même, hein. aujourd'hui, j'ai vraiment tendance à préférer l'expression pont de ado-adulte, comme Thibaut, euh, qui permet, bah, en fait, parce que je me suis aussi construite beaucoup sur la collection Exprime, euh, qui permet vraiment de faire la passerelle entre des romans qui sont véritablement ados, qui parlent à cette intensité adolescente, rythmique, orale, très vivante, qui rejoint ce que tu disais sur la littérature américaine, Thibaut, tout à l'heure. C'est aussi pas seulement des univers et des référents, mais vraiment une nouvelle façon de raconter des histoires qui s'est importée en France, vachement, vachement plus vive et beaucoup moins intérieure et intime et beaucoup plus ouverte sur le monde, euh, quel qu'il soit. C'est pour ça aussi qu'on a taxé la littérature exprime de vachement urbaine, littérature des cités, etc. Bah, c'est une littérature qui s'ouvre à ce qu'il y a autour. Et qui fait le pont donc entre ça et la littérature générale, avec tout ce qu'elle a de vaste en fait, hein. Mhm. Célia Guérino, auteur des Enfants des Feuillantines, un tout nouveau roman chez Exprime et un premier roman. Quand on a la velléité d'écrire, quand on sort un premier roman, pourquoi on se dirige comme ça vers une collection young adulte ou vers Exprime? Est-ce que c'est parce qu'on l'a lu avant? Est-ce que c'est parce qu'on a un attachement particulier à cette collection? Est-ce que c'est parce que ça fait partie d'une littérature jeunesse avec lequel on est encore en lien au moment où on écrit? Ça fait Alors, beaucoup de questions en une, hein. je vais essayer de faire une synthèse. Non, en fait, j'avoue que le secteur, ado-adulte, je vois pas ça tant comme plusieurs éditions, mais comme une unité d'édition, en fait. Et comme, enfin, les maisons sont assez communicatives les unes les autres, je pense. Et du coup, j'ai regardé quand même les lignes éditoriales et celle de Sarbacane m'a plu parce que c'est des livres ou des titres qui faisaient écho quand même. Et dans ce que j'avais à proposer, en tout cas, moi. Mhm.
Alors moi, là, j'aimerais bien des réponses un petit peu feu d'artifice, c'est-à-dire le premier qui lève le doigt, enfin qui est inspiré. J'ai essayé de noter des choses comme lecteur, parce que c'est vrai que je fréquente la collection Exprime depuis quelques années, et puis la littérature jeunesse aussi. Et j'ai essayé de définir un petit peu ce qu'était le young adulte, mais j'arrivais pas à trouver une définition un petit peu creuse. Mais par contre, il y a des définitions peut-être un peu plus poétiques qui me venaient, et j'aimerais bien que vous réagissiez. Si c'est nul, vous le dites tout de suite, on passe. Mais par exemple, une jeunesse qui ne passe pas. Très bizarre, très bizarre. Non. Vas-y, non, fais une autre. Moi, je l'ai pas ici. Alors, C'est l'idée Peter Pan, genre on ne grandit pas, non, quoi c'est pas du tout. Non, c'est plutôt dans un sens positif de garder quelque chose d'une jeunesse qui est précieux et qu'on veut continuer de partager dans l'écriture. Ouais, d'ailleurs, Vous en avez fait, tous des psychanalystes parce que vous tout de suite. Ah. non, c'est vrai, t'as raison, ça nous a fait peur. L'idée de rester en enfance qui fait peur. Mais c'est vrai que Mm. l'intensité de la jeunesse, ça, c'est un truc qui m'intéresse dans la collection et qui très très souvent anime les auteurs en fait. Mm. Je sais que Clémentine Beauvais, on en parlait souvent de ça. En fait, elle cherche toujours à conserver cette énergie très 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 particulière qui est celle de notre jeunesse. Donc ça veut pas dire écrire comme un ado, ni écrire pour les ados, ça veut dire écrire avec cette énergie-là en fait. Alors, j'avais noté, Célia a répondu une littérature hybride. Je me disais aussi, est-ce que cette culture un petit peu du young adulte ou de l'ado adulte, parce que je sais que Célia, vous travaillez sur un prix de littérature geek, est-ce que c'est quelque chose qui a à voir un petit peu avec la pop culture ou ce qu'on appelle la geek culture? Euh, Vous pouvez répéter la question? Est-ce que le young adulte a à voir un petit peu avec quelque chose de l'ordre de la pop culture ou de la geek culture? Ben, je pense oui, parce que pour faire écho quand même à tout le public ado-adulte, ado-jeunes adultes, c'est quand même des sujets qui sont assez implantés. Il faut faire appel à des choses que les gens côtoient tous les jours, en fait. Donc oui, la pop culture, la geek culture, c'est ce qu'on peut trouver sur tous les réseaux et c'est quelque chose qui est partie intégrante de notre société, a fortiori celle des ados d'ailleurs, et des jeunes adultes. Célia, non? Pardon? Oui, Une réponse, non, à cette question ou pas? Elle l'a donné? oui, j'ai répondu. Pardon, Julia. Non, mais excusez-moi. Non, je me reconnais très fort dans ce que dit Célia, aussi parce que pendant toutes mes études, je tenais avec quelques amis un magazine qui s'appelait Mageek, le magazine féminin et geek. Donc oui, c'est socialement marquant, pertinent. On est nourri de cette pop culture qui nous vient des séries, de la littérature, de la musique, beaucoup aussi. Et en retour, on la nourrit également de notre façon de communiquer, de notre façon d'être sur les réseaux, socialement, etc. Donc, Ma geek, ça alors. C'est pas mal, je trouve. Et puis pour finir, j'avais noté une littérature de l'entre-deux. Ouais, alors en plus ça, L'enfance à l'âge adulte, enfin du passage un petit peu délicat et d'ailleurs ou heureux. c'est tu sais, en bibliothèque, c'est souvent un espace. Enfin, il y a plein de façons de vendre. Citoyen ou, Attends, j'entends un bruit de tronçonneuse dans ce jardin. Alors, hop, je vais me déplacer. c'est souvent une littérature, oui, qui est à la jointure de deux rayons en bibliothèque. Et oui, je vais faire juste un petit bisou à ma fille que je vois passer et mon épouse. Bon, c'est un petit peu du live, hein. Ouais, c'est ça. Ce qui nous vaut un deuxième travelling, vous n'aviez pas vu le premier. Ouais, c'est un très beau travelling, effectivement. Je pas note. Pardon, je pensais pas du tout que le voisin allait s'amuser à étayer la haie à 18h15. Ouais, quelle idée, quoi. Ah non, c'est très bizarre. Je vais me mettre devant cette jolie affiche que vous voyez comme ça. Hop, voilà. Ah, c'est beau quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait, pardon? Du coup. Ouais, littérature de littérature de l'entre-deux, et l'entre-deux. tu parlais de la position justement du roman young adulte dans les bibliothèques. Oui, parce que. Voilà. Oui, parce que il y a beaucoup de façons en fait de promouvoir, vendre et porter la littérature ado-adulte. Moi, quand j'ai commencé le métier, d'ailleurs, je faisais l'erreur très souvent de dire aux libraires comment il fallait le faire. Tu sais, je leur disais, ouais, il faut que vous le mettiez dans tel rayon. Et à un moment, on m'a dit, bon, en fait, ça suffit, c'est pas ton métier. Et enfin, c'est des libraires comme toi, hein, des gens que j'ai appréciés, qui m'ont côtoyé, qui m'ont dit, laisse faire les libraires, ils savent le faire. Et je me suis rendu compte que, effectivement, les techniques sont différentes. Il y a des librairies ou des bibliothèques dans lesquelles
on ne peut pas facilement créer un espace, mais il y en a d'autres où il faut le faire. Et il y a plein de bibliothèques où il y a des espaces comme ça qui s'appellent l'entre-deux, soit d'ailleurs parfois avec un A pour dire que c'est une espèce de refuge. Mhm. Et voilà, donc ça fait bien écho avec ce que tu disais. Ouais, moi, je l'entendais un petit peu dans un sens littéral un petit peu fort, d'un entre-deux entre l'enfance et l'âge adulte, quoi. Une zone un petit peu particulière dans laquelle Ouais, se jouent énormément de choses. Ouais, ouais, une zone super perméable en fait, où on est encore un enfant et déjà pourtant un adulte déjà habité par des choses, des rêves, des quêtes et des angoisses vachement intenses qui nous suivront sur l'âge adulte. Et à la fois encore perclus de peur d'enfance, de tendresse et de rêves d'imaginaire, etc. C'est aussi pour ça que c'est un âge, l'adolescence, où la littérature fantasy est aussi parlante, en fait. Tous ces mondes d'à côté, tous ces mondes imaginaires dans lesquels on peut basculer, sont une métaphore évidente, type Alice dans le terrier, qui nous permettent de passer d'un monde à l'autre, en fait. Des choses un petit peu que l'on aimerait garder pour grandir. Puisque Julia Thévenot, vous prenez la parole, vous venez de faire paraître Bord de terre dans la collection Exprime. Et justement, je trouve que ce livre, il est bien ado-adulte, il est bien hybride. Enfin, c'est peut-être un des premiers romans fantasy de la collection Exprime. Euh, j'ai noté quelque chose dont on va parler. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman et du monde de Bord de terre? Alors, Bord de terre, c'est un monde parallèle, sur un plan de réalité superposé au nôtre, dans lequel vont basculer très tôt dans le roman nos deux jeunes héros, qui sont frères Inès et et sœurs, Tristan. Ouais. Inès et Tristan. Inès qui a 12 ans et qui est un peu qui fonce bille en tête, euh, et son grand frère qui est un garçon fragile, qui a une forme d'autisme. Et donc, ils ont une relation un peu particulière, tous les deux, parce qu'ils prennent soin l'un de l'autre, pas dans la dynamique habituelle qu'a un grand frère envers sa petite sœur. C'est un peu inversé, mais pas exactement non plus. Mhm. Et, et un jour de promenade, de jeu, ils basculent par accident dans ce monde parallèle qui est Bord de terre. Et ce monde-là est une ville à la fois enchanteresse, magique, excitante, et pour autant très inquiétante, très dure, parce qu'il y a une violence sociale à l'œuvre très marquée, qui se devine assez rapidement. Et donc C'est cette tension est vraiment intéressante entre la magie du Nouveau Monde et ses dangers. Et je trouve ça bien pour faire grandir ces personnages. quand vous parliez de ce qui reste de précieux d'une jeunesse, j'ai l'impression qu'il y a une révolte assez importante dans ce roman aussi, Oui, par tout à rapport à fait. un ordre social établi, Mm. ou en tout cas une hiérarchisation un peu plus marquée par l'usage de la fantaisie. Oui, alors c'est super fréquent en littérature jeunesse d'ailleurs, pas juste dans la Oui. littérature de l'imaginaire, le motif de la révolte, euh, parce que c'est quelque chose qu'on ressent très intensément quand on est enfant et ado, ce besoin de révolte et de s'opposer pour se construire. Euh, et ici, dans Bord de terre, c'est finalement assez politique. On a une violence très forte qui s'exerce d'un pouvoir établi envers, envers des gamins mal lotis, en gros, toute une population mal lotie. Et le frère et la sœur, par leur arrivée un peu accidentelle, et surtout par leur insertion dans ce monde aux deux opposés du spectre, parce que Inès va se retrouver chez les privilégiés, chez les Dans la nantis, haute dans les société, on châtelains, va dire, ouais. et Tristan avec les rebuts de la société. Donc, par leur arrivée dans cet univers, ils vont participer à déclencher une révolution En euh, chanson. enchancée. Oui, c'est un monde Bon, enchanté, parce que, tu vois, c'est un monde enchanté au vas-y sens... Thibaut, vas-y. Thibaut, vas-y. Non, non, On je a- disais, c'est un monde enchanté au sens propre dans le roman de Julia, puisque le chant est une arme magique, quoi. Non, il y a un truc que je voulais ajouter, c'est que ce que j'aime bien aussi dans le roman de Julia, c'est que effectivement la révolte est à l'œuvre, effectivement c'est un thème récurrent en jeunesse, mais là il y a une petite particularité, c'est qu'on comprend très très vite que la révolte peut avoir lieu, mais c'est pas pour ça que l'ordre des choses va changer. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que Mm, dès qu'une révolte a été établie, les opprimés peuvent très bien devenir les oppresseurs. Et ça, c'est vraiment suggéré en fait dans le roman, mm. qu'il y a une sorte de fatalité politique, quoi. Et pour le coup, ça vient du monde adulte.
Tu vois, ce cynisme-là, en fait, le fait de l'assumer. C'est C'est vrai. la première fois que j'ai vu ça. Ah, on va revenir à bord de terre. Célia Garino, vous venez de sortir Les Enfants des Feuillantines. Oui. Comment on pourrait essayer de résumer ce livre? C'est une espèce de chronique familiale, mais avec une famille un petit peu particulière, comme si quelque part on vivait avec tous ses cousins toute l'année, avec un seul parent. Une Oui, c'est famille ça. recomposée absolument dysfonctionnelle et géniale. Ouais, c'est ça. C'était l'idée, c'était de faire partie un temps d'une famille pas comme les autres et dans laquelle les personnages ont tous quelque chose à vivre en même temps. Et donc, ils vont tous vivre chacun leur propre aventure tout en vivant ensemble, en fait. Et elles s'en mêlent toutes. Et c'est vraiment une tranche de vie, oui, Il y a, chronique. il y a une phrase que j'aime bien au début du livre qui dit: Une famille qui crie est une famille unie, Oui, c'est dans les, dans les dans les citations du goodies. début. Ouais. Bah, écrit tout le temps, de Je toute façon. Hein. jargon. Mais du coup, ouais, comme bah, dans le livre de Julia, en chantant, visiblement, bah, eux, ils crient tout le temps pour faire passer leurs émotions, visiblement. L'épilogue m'a laissé songeur. Je me suis demandé si c'était un récit autour d'une mère un peu multifonction et un petit peu enfin, adoptive à plusieurs niveaux, enfin, plutôt qu'un récit de jeunesse. C'est-à-dire? Bah, parce que dans l'épilogue, on découvre un petit peu, on se questionne un petit peu sur le regard porté sur les deux adolescents de cette histoire et sur Dorothée, celle qui les a adoptés. On va pas raconter l'épilogue, mais Oui, c'était un peu une ode aussi à cette jeune personne, comme il a pu y en avoir. Bon, évidemment, il y en a pas énormément, j'imagine, en France, mais c'était, oui, c'était pour montrer le rôle que certaines personnes peuvent prendre dans la vie des autres. Ces supports, ces tremplins qu'on n'attend pas spécialement et qui se cachent dans les personnes les plus simples, quoi, comme l'héroïne Désirée. mhm. Je l'ai appelée Dorothée, je crois, non? Oui, mais oui. Oui, Effectivement, Excusez-moi. je cherchais son nom. Célia, excusez-moi. c'est pas grave. Julia, vous avez lu le roman de Célia? Oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré et en quoi le livre s'inscrit comme ça un petit peu dans la collection Exprime et renouvelle un petit peu aussi cette collection? Ce qui nous a attirés avec Thibaut, parce que c'est Thibaut qui l'a lu en premier et qui m'a très fortement incité à le lire sous 24 heures absolument. Il y a de Donc la pression. j'ai plongé dedans goulûment, parce que c'est toujours très excitant d'avoir ce genre de retour de première lecture. Et ce qui m'a attiré, c'est l'attachement immédiat qu'on a pour ces personnages et pour les relations qu'ils tissent les uns avec les autres. On se sent vraiment chez soi, douillettement, dans cette famille pourtant complètement dysfonctionnelle, mais c'est aussi pour ça qu'on se sent tant chez soi. C'est-à-dire que toutes les familles ont du mal à communiquer, tous les ados ont des secrets, des plans foireux, et tous les gamins ont des amis imaginaires, un attachement complètement fou pour l'animal domestique de la maison, ce genre de choses. Ouais, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a à peu près 9 enfants et, Oui, et puis il y a, alors, je crois, 4 animaux domestiques. mais, Parce qu'il y en a un qui vit à l'école, mais et il y a vraiment il y a une grand-mère. cette dynamique trop chouette aussi de tribu. Le côté 9 gamins, une jeune adulte, 4-5 animaux, une grand-mère, etc. Il y a un aspect colonie de vacances qui est aussi quelque chose qui nous fait toujours un petit peu rêver dans la vie des familles nombreuses. Comme dans Ouais. des livres comme 13 à la douzaine, comme plein de Ouais, choses. ouais, ouais. C'est un peu Oui, magique. pour le coup, c'est un roman exprime, je trouve, Célia, qui renoue avec beaucoup de classiques, y compris des classiques de mon enfance, comme 13 à la douzaine, tu vois, qui datent un peu, où effectivement, on te l'a beaucoup dit, hein, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a un pont qui se fait très clairement avec Mario de Muraille ou des auteurs de la grande époque de l'école des loisirs, quoi. Euh, mais, mais moi, je trouve que ça ricoche bien avec Exprime parce qu'il y a aussi un côté, une jouvence, quoi, une vitalité qui vraiment résonne bien avec la collecte. En fait, il y a un mot qui revient tout le temps dans les retours qu'on fait sur les manuscrits, enfin que Julie a fait, parce que maintenant c'est elle qui gère les manuscrits arrivés par la poste, hein. Et c'est incarné. En fait, on répond tout le temps aux gens que c'est, même quand c'est bien, que c'est pas assez incarné. En fait, je crois que c'est le truc dont on a le plus besoin dans la collecte.
Et c'est vrai que c'est ce qui a emporté le morceau immédiatement, en fait. Mm. Ce que j'aime dans les feuillantines, c'est que quand c'est Warren qui parle, on sait tout de suite que c'est lui, en fait, du point de vue des dialogues, tu vois. Mhm. On n'a aucun besoin de didascalie pour savoir qui parle, parce qu'ils sont très très sentis, les personnages, en fait. Donc c'est vrai que pour un premier roman, je trouve que tenir tous ces personnages-là sur un récit choral comme ça et tout, c'est quand même costaud. Et Célia Garino, c'était inconscient ou il y avait une volonté un petit peu d'avoir tous les âges de la jeunesse jusqu'à la vieillesse ou... Alors, au départ, c'était inconscient, mais je pense qu'il y avait quand même une volonté derrière parce que oui, il y a une personne pour chaque âge et même en dégageant leur personnalité. Au début, j'ai écrit vraiment au fil du texte, j'avais pas fait de plan spécialement. Et Mhm. en fait, en dégageant leur personnalité, il y a quand même des archétypes qui reviennent et ils sont tous très différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Alors qu'au début, je voulais par exemple que les deux cousines du même âge se ressemblent un petit peu ou les deux enfants les plus jeunes, mais au final, non. Euh, Euh, Et, Il y a une question c'est qui pas est ça apparue, aussi. Fabrice. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des questions qui défilent. Ah oui, 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 je oui, vois. moi je ne les lis pas, mais si Moi, tu je en as le vois vu une pas. qui t'intéresse, vas-y. Non, c'est pour Célia et Julia, une question de Suzy Kempa qui demande si vous avez d'autres projets de romans. Ah. Est-ce que ce sera toujours en young adulte? Ouais. Célia, vas-y, tu veux répondre? Comme tu veux, vas-y. Bah, moi, oui, j'ai des projets de romans, certains qui sont presque terminés ou en cours d'édition avec des éditeurs, dont un prochain avec Thibaut, qui sortira au printemps prochain, dans un genre très différent de Bord de terre, parce que ce ne sera pas du tout de l'imaginaire, mais ce sera de ado-adulte également, et ce sera une histoire de chagrin d'amour. Mm. Roman, ouais, un roman très quasi. C'est pas du vers libre, mais c'est vraiment une forme poétique très ciselée. C'est très 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 différent de Bord de terre. C'est comme Bord de terre, c'est un festin, tu vois, et celui-là, c'est une petite assiette pleine de petits amuse-bouches. Roman en vers, on avait eu ça avec Clémentine Beauvais, je crois, qui nous Avec suit aussi. Alexandre et la douceur. Ouais. Oui, elle est là, Clémentine, je l'ai Mm. Célia, vous avez aussi déjà un autre projet ou Oui, bah, j'en ai plusieurs, hein. C'est vrai que j'ai un dossier dans mon ordi qui est rempli de plein de projets. Après, il faut leur donner suite. Mais oui, en young adulte et en jeunesse plus jeune aussi, j'aimerais continuer quand même dans cette branche qui est hyper joyeuse. Donc j'aime bien. Mhm. Là, Enfin, ça dépend. Elle est poétique. avant que cette question impromptue arrive, j'avais envie de poser une question à Célia. Il y a un principe dans la collection Exprime, c'est d'avoir une playlist au début du Mm. livre. Et là, c'est pas tout à fait la même chose, puisque en fait, il y a des paroles de chansons en titre de. Alors, il y a à la fin, comme en quelque sorte, des notes qui donnent toutes les chansons qui sont citées dans le livre. Et Mais du coup c'est pour Célia cette question ou c'est pour Bord de terre? alors moi, je me mélange, hein, c'est pour Julia, en fait, parce C'est que moi du coup. c'est pour Julia. C'est les deux prénoms en A, je crois que je n'y arrive pas. Non, c'était pour Bord de Mais les terre. deux se ressemblent, c'est vrai. Célia, Et, Julia, c'est proche. et je trouve que enfin, quand on, c'est marrant parce que la chanson donc a un rôle, enfin vous allez peut-être en parler, mais a un rôle important dans l'histoire, mais c'est aussi ça donne une certaine poésie en quelque sorte, et vous le dites à plusieurs reprises, poésie et chanson sont deux arts très liés. Enfin, je suis surpris de la diversité. Vous êtes quelqu'un qui écoute beaucoup de chansons, qui connaît beaucoup de chansons, parce qu'on va de, je sais pas, hein, ça part de à la Claire Fontaine jusqu'à Oxmo Puccino, en passant par Johnny Hallyday, Arthur H, Alain Souchon. Enfin, je sais pas, c'est assez démentiel. Et en tout cas, je trouve que ça donne des choses formidables dans ce texte. Voilà. Bon, c'est chouette. Du coup, si ça vous a touché, si ça a nourri la lecture de Bord de terre, Comment ça s'est passé au niveau de la composition? Enfin, est-ce que c'était une j'ai volonté comme plein de ça? choses à répondre à ça Eh parce que ben, je il trouve faut que répondre. c'est vraiment un texte sur lequel je travaille depuis longtemps, un univers que j'ai construit depuis fort longtemps, même si l'écriture de cette dernière mouture a été assez intense sur ces 2 dernières années, accompagnée par Thibaut Bérard qui est là donc, qui peut Mhm. en témoigner. C'est un univers que j'ai commencé à construire il y a à peu près 8 ans, et il se trouve qu'ayant assez rapidement déterminé la forme de magie qui animerait cette ville imaginaire, j'ai découvert qu'il me faudrait beaucoup de citations musicales qui pourraient nourrir l'essor en fait. Il me fallait des paroles de chansons qui parlent de lumière, qui parlent de frappe, qui parlent d'amour, qui parlent de plein de choses.
Et donc, j'ai expressément écouté énormément de chansons françaises de toutes les époques, du rap, du yéyé, vraiment de tout, vraiment dans ce but. Et j'ai un dossier, un document Word de plus de 300 pages de citations de chansons dont j'ai utilisé à peine, évidemment, une trentaine, mais j'en avais besoin pour trouver celle qui conviendrait bien, à la fois au ton, au rythme et à la musicalité du passage, et tout simplement en termes de paroles, il fallait que ce soit efficace, percutant, et que ça heurte pas à la lecture, qu'on sente pas que c'est forcé, par exemple. Mmh. Il fallait que ça fonctionne dans la magie de l'univers. Donc techniquement, voilà comment ça s'est passé. Et en termes de sens que ça a, c'est une chose à laquelle je tiens pas mal. Dans Bord de terre, il y a toute une forme de discours à l'intérieur même de l'histoire sur, bah, l'art légitime. Mmh. C'est quelque chose qui se joue pas mal entre Philadelphe, le châtelain, et Mmh. Alma, la roturière, qui se discutent. Et je trouvais que la chanson était un bon moyen, l'opposition entre chanson et poésie ici, était un bon moyen d'aborder ce thème-là, et de montrer que l'art s'approprie par tout le monde, Mmh. et nourrit à la fois l'esprit et la révolte quand on s'en nourrit soi-même, en fait. Mmh. Il y a quelque chose qui a dû plaire à Thibaut aussi dans le sens où la chanson, s'approche un petit peu du rythme du cœur. Mmh. Enfin, Bah, oui, il se trouve d'abord que les passages dont parle Julia là, hein, les discussions entre le châtelain et Alma, et où elle met en exergue toute cette dichotomie entre l'art populaire et l'art noble, pour moi, c'est quasiment les meilleurs passages du roman. On en a parlé avec Julia, je trouve que c'est ceux où elle est vraiment en apesanteur, tu vois. Et effectivement, ce qui fait que Bord de terre me plaît tout particulièrement, c'est que c'est un roman de fantasy qui respecte les codes de la fantasy quand même, mais qui insuffle vraiment un rythme, tu vois, un battement. Moi, je trouve souvent les écritures de romans de fantasy, de fantastique aussi, mais surtout fantasy, surtout d'univers comme ça très codé, les écritures sont souvent assez sages en fait. Tu vois, c'est des styles qui peuvent être élégants, assez racés et tout, un peu notamment à l'anglaise, tu vois, des formulations comme ça, un peu jolies, un peu alambiquées. Mais ça, moi je trouve que ça manque souvent de rythme. Et c'est vrai que le roman de Julia, il caracole quoi. Il y a des métaphores tout le temps assez dingos. Et puis moi je trouve qu'on entend la dinguerie de Julia, tu vois. c'est assez marrant quand même de mettre dans la bouche d'enfants de 12-14 ans des chansons de Juliette Gréco ou Gainsbourg, hein, pour exprimer des sentiments ou une révolte, quoi, en quelque sorte. Mmh. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, enfin, voilà, c'est un peu ce que j'appelle la dinguerie de Julia d'ailleurs. C'est ça en fait, c'est d'aller trouver la révolte dans ces chansons qui parlent pas toujours de ça, d'ailleurs, enfin, Mmh. parfois sont très loin de cette thématique-là. Donc, ouais, c'est assez rigolo. Et si on reste sur le roman fantasy, donc en fait, à côté de Bord de terre, il y a un lac dans lequel on pêche des cristaux, en fait, qui sont une espèce d'énergie qui exploite en fait cette bonne société de cette ville. Et la chanson joue un rôle en quelque sorte qui accélère ce processus, mais en même temps permet aux plus pauvres aussi de survivre en quelque sorte. Oui, le quartz, les Ouais. cristaux, c'est le catalyseur de la magie locale, et la chanson, c'est le moteur, c'est ce qui déclenche. Ouais. Oui, et du coup, ça rentre dans le fonctionnement général de cette société, parce qu'il y a un contrôle étroit qui est opéré à la fois sur le dit catalyseur, qui est pêché dans le lac par les châtelains, dont la vente et le prêt, la location sont contrôlés, et aussi, et c'est là que c'est plus difficile, et c'est par là que la révolution peut se faire, un contrôle qui est exercé sur la chanson. Ouais, alors ça, il y a les flaireurs sont des personnages absolument géniaux, quoi. Alors eux, ils flairent quand quelqu'un chante illégalement. Euh, il vient d'où ce motif du flaireur? Cette espèce d'être un petit peu inquiétant, mélancolique. Moi, ça m'a fait penser à Claude Ponty, en fait. Ah, mais c'est vraiment trop trop chouette. Moi, c'est quelque chose que je découvre en tant qu'autrice, mais c'est vraiment super chouette de voir comment les lecteurs s'approprient l'imaginaire,
et jettent leurs propres images, leurs Disons qu'on propres couleurs. on les visualise très bien, mais en même temps, je trouvais que parfois, ça me faisait penser à certains monstres de Ponty qui sont un peu non identifiés, en même temps inquiétants, un petit peu Oui, flippants. un mélange de mignonnerie et de Oui, c'est à ça. la fois mignon et glaçant. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est complètement ce que j'imaginais en les créant. Alors moi, je suis plus nourrie par exemple, un imaginaire à la Miyazaki, avec ces personnages sans visage, qui sont à la Avec fois trois doux et yeux. attachants, mais complètement flippants. Ok. Donc ouais, je suis ouais, j'avais ce genre d'image en tête, effectivement. Et les flaireurs, oui, c'était en fait, c'était vraiment un dérivé du monstre initial, le petit flaireur qui flaire le champ. Le monstre initial, qui est celui qui suce la tête de Tristan quand il arrive, qui est un gardien des lieux. Cette scène de gobage est absolument incroyable. Ouais, c'est très beau ça. Je pense qu'elle a dû plaire à Thibaut. Et Pour Julia, revenir pour- Julia, c'est une écrivaine du mouvement. Alors ça, c'est un truc très marrant. J'en ai beaucoup parlé avec elle en lisant son texte. Et Julia, elle se fait porter par le mouvement de ces scènes. Et en fait, quand tu regardes les phrases, il y a des moments où on se marrait même parce que il y avait le mot coudoyer qui revenait 5 fois de suite parce qu'elle avait envie de montrer qu'il y avait un mouvement qui allait dans ce sens-là, tu vois. Et donc la scène du gobage, j'ai l'impression qu'elle a été pensée d'abord par ce geste super étrange de la créature qui gobe la tête, et on dirait qu'après seulement elle a composé tout ce qu'il y a autour, tu vois. Alors en fait c'est pas le Oui, cas, c'est hein. vrai. Du coup, on a des chapitres entiers quand on était dans les corrections où, Oui, je me relisais après Thibaut et je dis effectivement, je dis 10 fois dans ce chapitre basculer parce que c'était un chapitre qui était sur le symbole de la bascule en fait. c'est ça. Inès qui découvre ce monde et qui rentre dans le monde d'Adelphes. Il y a un mouvement qui va servir, comme tu dis, de clé à toute la scène en fait. Mm. Pour continuer sur des choses qui peuvent être un petit peu dérangeantes mais intéressantes, Célia Garino, dans Les Enfants des Feuillantines, il y a une fille adolescente qui passe ses nerfs en fait sur un autre gamin à l'école pour se détendre en quelque sorte. Et alors, enfin, ou pour se dépanner parfois. Alors, il y a quelque chose très dérangeant là-dedans, hein, quand même. Cette gamine qui s'acharne. J'ai oublié le prénom du gamin, mais qui est sa cible préférée. Mais étrangement, enfin, à chaque fois qu'on revenait à une espèce de. Ils revenaient à se croiser. Enfin, moi, ça crée une tension, mais vraiment très forte. Et j'avais vraiment à chaque fois envie d'en rire, quoi. Alors que c'est pas du tout drôle comme... Bah, peut-être, parce que, on sent qu'au fond, elle est pas sérieuse et qu'elle est pas fondamentalement, dans la violence, que c'est sa manière de s'exprimer et que c'est presque risible parce que c'est le duo, des 2 losers, en fait, qui se bagarrent donc On sent qu'ils ont une relation très forte tous les deux, enfin, même si à chaque ouais. fois c'est absolument terrible. Mm. Oui, 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 bah, c'est ça, ils ont une relation bah, c'est le fond du panier du collège, quoi. C'est, qui est-ce qui aura la dernière place et l'avant-dernière, en fait. Donc c'est un peu, la course, la course pour la dernière place, quoi, qui est un peu ridicule pour le coup, parce qu'on n'y gagne rien et en même temps, ils sont à fond dans ce qu'ils font tous les 2 et ce dévouement à à se débattre, alors qu'ils ont rien à espérer spécialement, ça les rend peut-être un peu, fantasques. Il y a quelque chose aussi d'un petit peu dérangeant, mais qui m'a beaucoup amusé et c'est un adolescent qui crée un profil sur des sites de rencontres pour placer sa mère en quelque sorte, pour lui trouver quelqu'un, Mmh. et qui nourrit ce profil jusqu'à trouver le client idéal. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Ça, avant de Mmh. te laisser la parole, Célia, je voudrais préciser que c'est une intrigue secondaire si je Ouais, ne me trompe pas, que tu as Ouais. créée en deuxième instance, parce qu'on c'est s'était ça. dit dans la réflexion que ce personnage-là, il lui manquait peut-être un peu une petite aventure. Et Célia, est arrivée avec ce truc-là, je me suis dit, mais vous avez vraiment un point commun, hein, Célia et Julia, c'est cette forme de dinguerie, hein, mais c'est très, très remarquable. Et En dinguerie, je ne l'ai pas dit, mais les trois femmes. Enfin, je vais te laisser répondre, Célia, peut-être, Mmh. Du coup, je reprends sur cette sur intrigue le profil, qui est. oui, en fait, je cherchais donc une intrigue, pour Isidore et je me disais, que lui, c'était vraiment tout le côté geek. Alors pour le coup, lui, c'est le geek de base, je me Champion dis: «Mais» du vidéo. c'est ça et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de derrière son écran, en fait, pour tout changer?»
Et là, je me suis dit: «Bah, c'est facile». Enfin, d'ailleurs, je crois qu'on était au téléphone, Thibaut, quand je te l'ai dit et j'ai tout de suite eu l'idée et ouais, je me suis dit que ça serait vraiment marrant. Alors après, j'avais hésité à vraiment que ça aille plus loin et tout, mais je me suis dit qu'au final, Mais ce qui est génial, c'est qu'il se prend au jeu. Il C'est commence ça, c'est ouais, ça. c'est à le ça. faire avec Il beaucoup adore de et il prend ça détachement, pour un beaucoup jeu de vidéo. mépris Mmh. pour sa grande sœur qu'il faut bien la caser. Et Mmh. finalement, il est à donf sur les profils des mecs. Non, ça, c'est pas très bien, ça. Ouais, ouais. En plus, Mais c'est une pour mise en abîme de l'écriture aussi, parce que, mine de Mmh. rien, il compose un personnage, il se met dedans, Ouais. tu vois, il y a tout ça qui ouais, est ouais, ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Mais pour rester un petit peu sur la dinguerie, on a peut-être pas beaucoup parlé au début, mais je disais que cette famille était un peu maudite en quelque sorte, puisque les génitrices, en quelque sorte, enfin les mères des enfants qui ne sont pas là, en fait, ont toutes été frappées de bovarisme, Ouais, de c'est ça. formes de bovarisme un petit peu différents, enfin, à chaque fois. Ouais, c'était, des orphelines et en fait, c'est totalement de bovarisme parce que ce que j'explique au début du livre, c'est qu'elles ont grandi, dans des univers, fous en fait, dans des univers jeunesse d'ailleurs, dans la littérature, dans une bibliothèque, pleine d'outils marins et en fait, quand elles sont arrivées à cet âge adulte, elles ont été déçues de ce qu'elles ont découvert et du coup, comme, madame Bovary, elles se sont pas contentées du monde qu'elles connaissaient, elles se sont toutes débrouillées pour partir, d'un moyen par un autre et en laissant derrière eux, les rebuts de leurs essais pour être plus heureuses, leurs enfants. Enfin, parfois, on les a enfermés. Ouais. Justement, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans le roman, c'est un petit peu aussi un roman qui parle enfin, de quelque part dans une famille quand les racines en fait sont un petit peu folles en quelque sorte. Ce que ça Mmh. fait sur une famille. Et est-ce que quand Thibaut tout à l'heure évoquait Mario de Muraille, moi là où ça m'évoque Mario de Muraille, c'est que il y a souvent des moments de consolation et puis, le fait que ça soit comme ça un petit peu une famille nombreuse, on a l'impression qu'à chaque fois que la chute pourrait être tragique, finalement non, il y a un autre enfant qui apparaît ou qui intervient, Mmh. qui casse en fait la tragédie, quoi. Ouais, c'est sans doute l'effet trampoline, ils sont tous à attendre si quelqu'un tombe, on va rattraper, et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent, s'ils ont mal, se noyer dans cette masse, en fait, qui représente complètement un univers, parce que chacun a son univers, personnel, mais l'univers principal, c'est celui de la maison quand même, Ouais, les on n'en a pas feuillantines. parlé comme personnage, mais on n'est pas dans la fantaisie, mais j'aimerais bien que vous décriviez un petit peu cette maison des Feuillantines, puisque le nom vient du lieu, en fait. Ouais, c'est totalement la maison. De toute façon, le personnage principal, je pense, parce qu'ils y grandissent tous et la grand-mère, elle a tellement mis d'elle dans cette maison, c'est ce qu'elle explique à un moment du livre, qu'elle en est presque devenue vivante. De toute façon, un des personnages, Warren, parle sans arrêt des fantômes de la maison et c'est quelque chose qui revient aussi, la présence des mères qui partent pas d'ailleurs, qui partent pas et tous y habitent, c'est leur vieille maison, elle est atroce, mais elle est aussi, hyper habitable. J'en avais eu l'idée d'ailleurs de cette maison en lisant un tout petit album de l'École des loisirs, c'était Les Clés du paradis, je sais pas si vous connaissez? Je cherche Ouais, les clés du paradis et d'accord. c'était vraiment un album, ode à la maison, et il y avait eu cette phrase, «La maison, elle est belle comme une vieille femme, qui aurait été très belle avant et dont la beauté Oui, s'est un peu fanée» je me et souviens de cette qui phrase le l'est début toujours. du livre. Ouais. Oui, c'est ça Maison et qui est au bord d'une falaise, hein, comme dans Bord de terre, hein. mmh, Enfin, il y a une falaise à C'est proximité, au même endroit, en fait. à côté d'un phare abandonné, où ne poussent que pommes de terre et carottes, ouais, qui faut bien permet de les se nourrir. nourrir, assez régulièrement, quand les subsides n'arrivent pas. Mmh. C'est, un endroit désert en fait, où il y a rien qui pousse, sauf, tous ces enfants. C'est pas fertile, sauf pour les enfants en fait. Et c'est marrant parce que ce roman pourrait, enfin, le premier chapitre, quand on le lit, on se dit: «Ouh là là, mais on va être face à un cas social, aggravé», puisque en fait, on a une institutrice bon pied qui se rend compte que le mot pour la classe verte n'a pas été rempli, par, Dorothée que j'appelais non, c'est ça? Désiré. Désiré, du coup, Dorothée, toujours c'est pas. dans le Magicien d'Oz, c'est pour ça que tu penses à Dorothée. Voilà, par défaut et on se dit qu'on va tomber vraiment sur un cas social, mais finalement on glisse dans autre chose et en fait, c'est un petit peu toujours comme ça, on est toujours un petit peu dans quelque chose de grave et on glisse tout le temps vers Mmh. autre chose. Parce qu'avec des patates et des carottes, on fait des frites et on nourrit les lapins. Ouais, c'est ça. On nourrit tout le monde. Mais pourtant, c'est quand même un peu, l'idée, c'était justement aussi de les attendrir parce que
pour le coup, sur le papier, c'est des cas sociaux, quoi. Il y a rien qui peut les sortir. Ils subsistent grâce aux aides de diverses personnes. Il y a 15 000 gamins dans la même maison, ça crie dans tous les sens. Les papiers pour la classe verte sont pas remplis. Mais La grand-mère, elle est trimballée partout, mais au ils ont final, des, ils sont importants. ils ont des origines sociales très diverses et Mmh. la mère est très aimante, enfin la mère de substitution est très aimante et quand elle gueule, c'est plutôt des mots amusants. Euh, j'en avais noté un parce que Emmanuel Macron est battu hein, sur les mots un peu étranges. Il y a des insultes. Vous osiez pas mettre des vraies insultes? Vous aviez envie d'insulter vous aviez envie d'inventer des insultes? Alors au début, il y avait des vraies insultes, mais on s'est dit, enfin, je me suis dit, à un moment du livre qu'elle devrait éviter de les dire, devant les enfants parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants en bas âge et on sait que devant les enfants, à chaque fois, quand on dit un gros mot, on est: «Oh zut, il faut pas répéter ça à l'école, hein!» Mais du coup, voilà et en fait, bah, Thibaut est quand même une grande partie de ce langage, inventé, c'est Enfin, lui moi, qui a t'ai suggéré l'idée, enfin, à un moment, voilà, on parlait de ça, de se dire ouais. comment est-ce qu'elle peut trop. Et puis, il y avait aussi, c'était aussi pour montrer son côté farfelu, parce qu'elle Oui, c'est ça. a un côté farfelu désiré, mais elle le cache tout le temps. Et du coup, moi, je t'avais suggéré d'inventer un langage, et après, Célia est revenue avec ses. Ces Avec... insultes du capitaine Haddock. Mais oui, et l'autre qui monte un. D'ailleurs, t'es une fan de Tintin, non, Célia? Oh ouais, j'aime bien, de toute Ouais, façon, donc ouais. ça fait partie de tes Ouais, grands. elle a un côté Capitaine Haddock. Ouais. Mais Le- c'est pour montrer aussi ce qu'on disait avec Thibaut quand on a refait ces passages-là, qu'elle pète complètement les plombs, en fait. Il y a des mots qui n'en sont même pas. C'est des syllabes et elle dit ce qui lui passe par la tête. Elle C'est sent. quand elle pète les plombs, quoi. Il y a, dans ce qui se passe là depuis tout à l'heure, peut-être que les gens, enfin, peut-être que pour vous c'est normal et peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais moi, si j'ai toujours aimé Exprime et si j'ai toujours aimé le travail de Thibaut Bérard, c'est que souvent on entend parler du travail d'éditeur, du travail de directeur de collection, mais finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais moi, je sais que depuis 10 ans, en fait, j'ai l'impression que Thibaut, avec chacun de ses auteurs, travaille le style, travaille l'écriture et qu'il y a un vrai boulot, quoi. Julia, tu disais 2 ans, Célia, ça a duré combien de temps? Heu, Ça a été super rapide, ah Célia. oui, ouais, ça a pas duré trop longtemps au final. Ça va pas durer si 6 mois longtemps quand même. parce que on procède toujours, attends, on procède quand même toujours de la même manière, hein. Il y a une première conversation qui porte sur la structure du texte. C'est là qu'on s'était dit avec Célia, tiens, peut-être que tel personnage, il a pas assez d'intrigue, Mmh mh. Isidore, voilà. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est celle où on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que là, on s'amuse effectivement à travailler plus sur le style. Et puis, la dernière étape, c'est plus de la ponctuation, des petites choses, en fait. Après, moi, j'adore ce travail d'éditeur, je trouve ça important, et je trouve important d'être plus que juste un publisher, quoi, tu vois, quelqu'un qui se contente de passer un texte, ça me semble plus intéressant pour le texte. Après, notamment par rapport à mes jeunes années, j'essaye quand même comment dire, d'insister sur le fait que ça vient vraiment des auteurs, tu vois, enfin, Mmh. la proposition, enfin, moi je fais des propositions de temps en temps pour aiguiller, pour rebondir, mais ce qui compte, c'est le jaillissement des auteurs en fait. C'est ça qui part un bouquin. Après, Quel rôle ça a joué pour vous, les filles, enfin, parce que vous avez débuté chez Exprime et dans cette collection, donc, enfin, voilà. bon, je te laisse la parole Puisqu'on parle d'une collection, oui, c'est Célia. intéressant, je trouve, de. Je commence, du coup? Allez, vas-y. Bah, moi, j'avoue que j'avais hâte de commencer déjà ce travail pour voir, ce que je pourrais améliorer dans le manuscrit, tout ça et quand j'ai reçu le manuscrit surligné de partout, je me suis dit: «Oh là là, comment je vais faire?» Et en fait, parce qu'il y avait un code couleur, tout ça et en fait, ça s'est bien passé, je pense. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, oui. Après Thibaut, je sais pas, mais Oui, c'était super, bien sûr. Est-ce que, et est-ce que, est-ce que j'étais bien énervée. comme dans le cas de Julia, ça a aidé à peut-être aller plus loin dans le projet, à finaliser le projet? Ça a aidé, non pas à aller plus loin, mais à l'affiner, de mon point de vue, en tout cas. Parce que parfois, c'est vrai que peut-être je partais dans tous les sens, justement et ça l'a un petit peu recentré, on va dire et égayer, enfin, élaguer pour, donner naissance à de nouvelles branches aussi. Donc par exemple, Isidore qui avait pas de ligne directrice définie, on va dire, dans le livre au départ et voilà. Mais non, non, j'ai apprécié, ce moment et je trouve que c'est essentiel,
enfin, le livre est ce qu'il est maintenant, grâce à ce travail-là Mmh. derrière, en tout cas. Et alors il y a un point commun en plus entre les livres de Célia et de Julia, c'est que et en plus ça me tombe bien parce que ça ricoche avec une question qui a été posée là sur le Mmh. film, c'est que ce sont des romans longs. C'est des romans Oui. très paginés, Mmh. des romans fleuves, comme dit la personne qui pose la question et c'est vrai et en plus ce sont des romans, choraux, enfin dans le choral dans le cas de celui de Célia et celui de Julia est pas choral exactement, mais c'est quand même un roman qui met en scène, une multitude de personnages. Mmh. Même s'ils prennent pas la voix à chaque fois, tu vois? Et donc ça c'est du boulot en termes de structure. C'est forcément, ça va avec, en fait. Mmh. Mmh. Ça veut dire qu'on a beaucoup de discussions dans un premier temps sur la structure. Comme l'a dit très bien Célia, il y a la question de toutes ces branches et de ce qu'on en fait, en fait, tu vois? Mmh. Il y a des Mmh. choses parfois qu'on a vraiment envie de laisser parce qu'on les trouve belles en soi, Mmh. mais on sait bien que, ben, ça va gêner, c'est une branche qui va passer devant la fenêtre de la maison, tu vois? Ça Mmh. va gêner le plan d'ensemble, en fait. Donc toute cette question Ouais. de plan d'ensemble, elle est intéressante à travailler dans une relation auteur-éditeur bien pensée, quoi, où on s'entend bien, on comprend. L'auteur sait que Mmh. l'éditeur aime le texte et qu'il lui fera pas du mal. Il est pas là pour ça. Mais il va essayer de travailler à lui donner le plus de cohérence possible puisque c'est ça notre Ouais. travail. Julia, comme tu es un petit peu dans ce rôle aussi maintenant? Ouais. Alors, bah, peut-être, moi, je voudrais témoigner de mon expérience. Effectivement, comme moi, je connaissais le travail de Thibaut en tant que collègue déjà. Donc, je l'avais déjà observé à l'œuvre et j'avais une grande confiance, dans sa capacité à être, en fait, et c'est là-dessus qui m'a énormément aidée, un excellent script doctor. C'est véritablement sur la structure et la cohérence du récit qui m'a sauvé la vie. Parce que je suis arrivée avec un gros magma, qui était déjà au moins un tiers plus long que le roman qui est déjà quand même très touffu, et avec, effectivement des pans d'intrigue, que moi j'adorais, je les trouvais vraiment tellement rigolos, qui n'avaient qui n'avaient rien à faire là, qui étaient, épuisants parce que ça n'avançait pas. Par exemple, des personnages très secondaires, enfin qui sont dans l'histoire actuellement telle qu'elle existe, qui sont Raphaël et Stacy, qui avaient tout un pan d'intrigue qui n'allait nulle part et Thibaut m'a dit: «Non, tu coupes ça». Et au début, j'étais pas comme on est vraiment dans son univers et qu'on manque de recul, j'étais pas pour couper et finalement, quand je me suis mise à la réécriture, une fois qu'on avait eu cette longue discussion de script doctor qui m'a permis, de voir la direction du roman, en fait, une fois que je me suis mise à écrire, effectivement, de façon impitoyable, oui, oui, je leur coupe la tête, il y a pas de souci, ils servent plus à rien. Kill your darlings. C'est ça. Ouais, c'est vrai que j'allais dire ça, c'était une phrase que tu m'avais dit au tout début et elle m'a vraiment aidée par la suite, hein. C'est Attends, moi j'en ai 2 hein, qui reviennent tout le temps, hein, c'est Show Don't Tell et Mmh. Kill Your Darlings, parce que je trouve que c'est très, très, très efficace. Moi j'ai ma bible personnelle qui est, en plus c'est bien, ça va apparaître sur le petit fil, c'est Écriture de Stephen King, tu vois? Voilà, mettez-le, hein, Furet du Nord, là, il faut le faire apparaître. C'est très important. Il donne des Stephen ordres. King, pour moi, c'est vraiment une bible, hein, enfin tout ce qu'a écrit Mmh. Stephen King. Mais ce texte-là, qui est vraiment un manuel d'écriture appliqué, en même temps extrêmement vivant, pas du tout pédagogique, pas du tout chiant, quoi, pas du tout bébête, ça m'a vraiment, vraiment donné énormément de billes pour après pouvoir réagir, rebondir sur les textes des mmh, auteurs. non, bah, Le temps a passé, et j'aimerais bien que tu parles un petit peu de la rentrée Exprime, puisqu'on a parlé quand même beaucoup de la collection. Mais avant, alors je sais que c'est impossible, mais Thibaut, tu as écrit un livre dans la rentrée d'hiver qui a bouleversé plus d'un libraire. Et j'aimerais peut-être qu'on prenne le temps d'en parler plus longuement un jour, parce que là, 2 minutes, c'est vraiment trop court. C'est sorti à l'Observatoire, il est juste que les forts soient frappés. Et moi, j'avais l'impression que quelque part, c'était un petit peu ton roman exprime, si je peux me permettre, même s'il y a quelque chose de très personnel dedans, parce que je trouvais que sur la forme, il y avait quelque chose, il y avait une playlist, il y avait une part de fantastique avec les bulles, il y avait des dialogues resserrés, il y avait la jeunesse d'un amour, il y avait même de l'humour avec Dr. Ross, même si c'était un livre plein de gravité. Et puis, il y avait de l'aventure, même si, en fait, est-ce qu'on peut vraiment nommer ça une aventure? Ouais, moi je pense il faut en plus. Mmh. Enfin, j'y tiens beaucoup au fait que ce soit un roman d'aventure. C'est quand même marrant parce que j'ai passé 12 ans à dire qu'un éditeur ne peut pas écrire ne peut pas être écrivain.
pour finalement écrire un livre. Et puis, j'ai passé aussi 12 ans à dire que les romans autofictionnels, c'était chiant. Et finalement, j'ai écrit un roman à partir de mon histoire et je dirais même qu'il est composé à 99 de quelque chose que j'ai vécu. Après, c'est un peu une formule, mais j'y tiens, c'est que c'est un roman qui n'est pas un roman d'invention, en l'occurrence, mais c'est un roman d'imagination. C'est vraiment un roman d'aventure. Et pour te rejoindre, moi, je me voyais pas le publier ailleurs qu'en littérature générale, vu la teneur du livre, justement, vu ce côté autofictionnel, vu l'histoire du cancer, machin. Enfin, c'était un, tu vois, je le voyais pas du tout ailleurs. Mais bah forcément, à force d'être un papa d'Exprime, j'ai fini par devenir un enfant d'Exprime. C'est-à-dire que, en fait, cette littérature que j'aime et que je publie et que elle m'a transformé aussi. Les auteurs que j'ai découverts m'ont transformé et m'habitent. Et en fait, quand j'ai écrit, j'avais par-dessus mon épaule Benoît Mainville, Clémentine Beauvais, Axel Sandre, Insa Sané, enfin tous mes anciens auteurs qui sont là depuis longtemps, qui étaient par-dessus mon épaule. Donc il y a vraiment des moments où j'écrivais une scène de camaraderie, une scène de potes, et je pensais à Benoît parce que c'est vraiment son truc en fait. Et donc, tous les trucs que tu as, les motifs que tu as cités, tu vois, les scènes rythmiques, l'aspect visuel du roman, le goût pour l'aventure, pour les choses trépidantes, bah, c'est sûr que ça vient de la collection, ça vient de ce que j'aime lire, ça vient aussi de ce que j'ai publié, donc enfin voilà, c'est. Moi, je serais incapable de le résumer, sauf dire que c'est un magnifique portrait de quelqu'un que tu as connu dans ta vie et aimé et qui a disparu précocement, qui savait qu'elle allait mourir, alors que tout le monde lui disait mais non, enfin, et que finalement elle a survécu plus d'années que c'était prévu, et c'est cette histoire-là, quoi, cette histoire d'amour, et c'est un magnifique portrait de quelqu'un qu'on surnomme Moineau dans ce roman. Ouais, c'est effectivement, c'est l'histoire d'une punkaise qui, qui, comment dire, qui s'avère plus forte que la mort, alors même que la mort l'emporte. C'est ça le truc en fait. C'est un combat contre la mort, c'est évidemment entre guillemets perdu d'avance, puisqu'on sait bien qu'elle va l'emporter. Mais ce que raconte le roman, c'est que c'est pas là que ça se joue en fait. Ça se joue sur les années gagnées, des années de répit en fait. Et 4 années de répit, bah c'est une éternité gagnée en fait. Et puis en fait c'est un roman d'aventure et un roman fantastique parce que ça raconte un combat épique, quoi. Hein, et en l'occurrence, du côté de nos héros, il y a l'amour et l'espoir. Et du côté des malveillants, il y a la peur surtout. Plus que la mort, parce que la mort, enfin, c'est l'échéance. Mais l'ennemi, c'est la peur, en fait. Et c'est un peu l'équivalent du Ça de Stephen King, que vous pouvez mettre aussi sur une Nord, euh, dans lequel le monstre représente la peur. Et là, c'est un peu l'inverse. Dans mon roman, la peur est un monstre, en fait. Tu vois. Les filles, vous l'avez lu? Bien sûr. Évidemment. Pas Oui, encore, je mais l'ai c'est prévu. Quelqu'un a envie d'en dire quelque chose? moi, j'ai trouvé que c'était un roman extrêmement beau parce que c'est un roman sur la vie, en fait. Ouais. La vie respire constamment partout, depuis les scènes de rencontres où les personnages se cognent les uns dans les autres. C'est un roman vachement organique aussi, heu, où on est tout le temps pris dans les bras des personnages. Ce moment où Théo bascule sur ses potes dans l'une des premières soirées, ce moment où il prend Sarah dans ses bras pour jouer à l'envol. C'est un roman qui est plein de vie, et la vie vient des corps, et c'est aussi de cette façon qu'il a vaincu, que ce roman est vainqueur sur la peur et sur la mort de très loin. Et d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure quand on parlait de Fabrice, c'est un roman super musical aussi. Mmh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a du rock, du punk, beaucoup, effectivement, dans le. Célia, un mot? Moi, je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu C'est encore? prévu, mais je l'ai pas encore Bon. lu. Oh, tu verras un jour, t'as pas. Thibaut, peut-être un mot sur un roman qui a peut-être eu je ne sais pas s'il a du mal à démarrer ou pas parce qu'il est sorti pendant le confinement. C'est L'Ogresse. Il est Ogresse. sorti avant. Ogresse, Il est pardon. sorti il est sorti avant le confinement Juste et avant. Ouais. ouais, un mois avant. Non, non, en fait, c'est un roman qui se débrouille bien. C'est intéressant de parler de ce livre-là parce que, en plus, un peu par un hasard, mais le genre de hasard qui n'en sont pas, février, mars, avril, enfin mes 3 publications expriment, c'est-à-dire Aileen Mancho, Ogresse, Bord de terre de Julia et Les Feuillantines de Célia. Pour moi, elles ont vraiment un point commun, ces publications, c'est qu'elles sont le fait d'une nouvelle génération d'autrices.
Elles ont sensiblement le même âge. Elles sont toutes les trois nourries par des références qui sont plus récentes que celles de plein d'auteurs que j'ai publiés avant, et elles sont toutes les trois assez versées dans la littérature de jeunesse. Aileen, qui n'est pas avec nous, c'est là maintenant, c'est vraiment son cas. Elle connaît très très bien la littérature ado. Et, je trouve vraiment qu'il y a des résonances entre ces trois bouquins, quoi. Et donc, Ogress, c'est un roman qui s'est vraiment fait remarquer tout de suite parce que c'est éminemment remarquable. C'est un roman bizarre, quoi. Je parlais tout à l'heure de la dinguerie de Julia et Célia. Aileen, elle est pas dingue, mais elle est bizarre. Donc c'est bien. C'est toujours des qualités, ça, hein, il faut, hein, sinon ça donne des auteurs un peu chiants. Non, non, là, c'est quelqu'un de très spécial, quoi. Et Ogress, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait sa scolarité. Il y a tout un côté roman de mœurs, même un peu comédie, tu vois, roman d'initiation, d'amitié, premiers amours et tout. Donc tout ça, c'est le pan réaliste du roman, et même assez joyeux, on peut dire, assez léger. Mais toute cette réalité-là rencontre une intrigue fantastique, même, je dirais même qui frôle l'intrigue d'épouvante. On n'est pas loin de ça, on fait du roman d'épouvante. Puisque un soir, la gamine rentre chez elle, et sa mère, qui a un comportement un peu étrange depuis le divorce d'avec son mari, lui saute dessus et la mord. Tu vois, et c'est une scène super violente, ça te tombe sur la tronche comme ça, tu sais pas pourquoi. Comment s'appelait ce film absolument génial qui se passait dans une école vétérinaire? Mais oui, c'est ça, Grave, oui. complètement Grave. grave. Moi, j'ai vraiment pensé à ce film en lisant le bouquin, parce qu'en plus, il y a un point commun, c'est la crudité. Et puis, il y a une métaphore sexuelle évidente, avec la morsure, mais il n'y a pas que ça. Aileen, elle tricote sa métaphore dans tous les sens, elle relie ça aux contes de fées, dans ce qu'ils ont de plus terrifiant, elle relie ça aussi à la relation mère-fille. On dépasse d'une minute, Ah et oui, je pense que comme Clémentine nous a fait le plaisir de passer, écouter un petit peu, peut-être, mais alors, je sais pas, une demi-minute ou une minute, elle va se vexer, vu la star qu'elle est aujourd'hui. Mais fin août, il y a un livre qui sort de Clémentine Beauvais, Âge tendre, un oui, événement quand même. tellement merveilleux, Âge tendre. Il sort le 19 août, comme vous pouvez le voir, on l'a déjà imprimé, puisque Fabrice l'a entre les mains. En une demi-minute, ça va être compliqué, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est encore un défi littéraire. Julia, Âge tendre. Âge tendre. Elle est assez précise quand il faut aller vite. Âge tendre, c'est l'histoire d'un adolescent un peu particulier, un peu timide, plein d'anxiété sociale, qui se retrouve parachuté dans un stage dont il ne voulait pas du tout, un stage d'1 an, parce qu'on est dans une société un tout petit peu futuriste, qui fait un stage d'1 an, en troisième, dans un stage d'1 an à l'autre bout de la France, dans un milieu bien particulier, parce que c'est une maison de retraite qui a été recréée pour ressembler aux années 60, parce qu'elle est remplie de personnes qui ont Alzheimer et qui ont vécu leur jeunesse dans cette époque. Et l'une des premières missions de Valentin, donc le petit héros qui donc est en pleine anxiété sociale H24 au début du roman, c'est d'annoncer à l'une des pensionnaires que non, Françoise Hardy, malgré le concours auquel tu as participé, ne pourra pas venir chanter ta chanson préférée. On est désolé. Il est censé écrire une lettre. Il n'arrive pas à faire ça parce qu'il trouve ça vraiment trop dur d'annoncer ça, d'annoncer qu'elle n'a pas gagné. Donc finalement, il lui dit que oui, elle viendra. Et donc il est obligé de trouver une solution à ce problème-là et va se retrouver parachuté dans l'univers des années 60, dans l'univers de Françoise Hardy, et dans une quête un peu magique pour réussir à trouver soit un sosie de Françoise Hardy, soit une autre solution, et en tout cas trouver une façon de réconcilier les mémoires des gens qui vivent là. Ça fait plus qu'envie, je vais peut-être le commencer ce soir. Il n'a pas commencé. On a dépassé l'heure. J'en suis désolé, j'ai peut-être trop passé de temps ou trop posé de questions inutiles. En tout cas, Thibaut Bérard, j'avais retenu la leçon un jour, faire quelque chose plutôt que rien. C'est un peu l'idée de livre en live, c'est-à-dire de permettre un petit peu au lecteur de rencontrer les auteurs, même si les rencontres en librairie sont impossibles. C'est organisé par 2 sites et le Furet du Nord. On retrouve Célia Garino
Pour les enfants des Feuillantines, votre livre en librairie ou sur nos sites. Julia Thévenot, Bord de terre, pareil. Et puis toute la collection Exprime aussi. Le livre en live de la semaine prochaine, c'est le livre d'Alexandre Jardin. Et puis après, retenez le 15 juillet, où il y aura une série de coups de cœur d'été faite par les libraires des 2 enseignes. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et tous les 3, je vous remercie énormément. Merci à toi. De rien, merci. Oui. Et bon anniversaire, Julia, profitez bien. Merci.